avant tout, merci d'avoir accepté cette proposition de communication pour ce symposium. Euh, Ma communication propose de faire dialoguer ma recherche doctorale sur les hybridations entre le cinéma expérimental et l'expérience de la danse avec la réflexion de Gilles Deleuze sur le cinéma. Il s'agira dans un premier temps de chercher à éclaircir un non-lieu dans la pensée de Deleuze concernant la figuration du corps au sein des pratiques cliniques expérimentales. Pour cela, nous croiserons la définition de cinéma expérimental qui ressort de l'image-mouvement et de l'image-temps avec le concept de corps sans organes que l'auteur emprunte à Antonin Artaud et développe dans ses ouvrages coécrits avec Félix Guattari, avant qu'il n'applique à l'étude de l'œuvre picturale de Francis Bacon. Je vous fais passer au diapo suivant. Donc, nous analyserons dans ce comptant de court-métrage de Sarah Catherine Arlett, un court-métrage qui s'intitule Introspection, et de Adam Thriller, le film intitulé Lifeline, à l'aune de notions du corps sans organes et de corporéité d'ensemble, avant d'offrir une vue d'ensemble de quelques ciné-danses de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours. Des ciné-danses dans lesquelles les contenus chorégraphiques et les corps des danseurs filmés sont mis à l'épreuve des manipulations spatio-temporelles et plastiques spécifiques du cinéma expérimental. On verra par ailleurs comment ces œuvres remettent en question la catégorie traditionnelle du corps et s'interrogent sur ce que donne à voir la danse quand elle échappe à la perception ou déborde les limites corporelles des danseurs. Enfin, suivant l'idée qu'une image en mouvement devient dansante quand elle donne à voir davantage qu'elle nous montre, quand elle met le regard en mouvement et que, selon la belle formule de Jean-François Lyotard, elle me fait voir que voir est une danse, nous envisagerons l'hypothèse selon laquelle le stade ultime de la ciné-danse s'accomplirait au-delà ou en deçà la représentation des corps d'enfants lorsque les cinéastes s'investissent physiquement dans l'acte créatif et que les images hypermobiles qu'ils obtiennent prennent à bras le corps le partage d'une expérience kinesthésique avec les spectateurs. Diapo suivant. Se positionnant en marge des circuits de production et de diffusion traditionnels, plus souvent en réaction de transgression ou de subversion au code de la narration et de la représentation, le cinéma expérimental ou d'avant-garde s'affirme dans l'histoire du 7e art comme dans les mots de Dominique Noguès, je cite, un cinéma de l'irrévérence, car il n'a de compte à rendre à personne, et de l'irréférence, puisque ces signes visent moins leur référence qu'eux-mêmes. En effet, les cinéastes expérimentaux s'affranchissent souvent du réalisme de la représentation figurative et s'adressent davantage aux sensations, même si certains d'entre eux portent encore une attention accrue aux phénomènes mobiles du monde, dont ils soulèvent la photogénie, dans les termes de Louis Deluc et Jean Epstein, sans pour autant chercher à leur imposer une valeur narrative ou spectaculaire. D'autres cinéastes se montrent particulièrement concernés par l'exploration, voire le détournement de mécanismes de base du dispositif cinématographique et de la dimension matérielle des images, jusqu'à tendre dans bien des cas vers l'abstraction formelle. Autrement dit, l'enjeu du cinéma expérimental passe souvent par une approche du médium clinique envisagée dans ses aspects élémentaires et intrinsèques pour mieux saisir son essence et en explorer le potentiel cinégraphique au sens d'écriture du mouvement par la lumière sur un support photosensible, et le potentiel kinesthésique en tant qu'approche de la création artistique et de l'expérience esthétique ramenée à la perception du mouvement. Pour commencer à placer le vocabulaire de Deleuze au cœur de cette réflexion, on pourrait dire que ce sont les cinéastes d'avant-garde des années 20, ceux qui, par des jeux de reflets et de la vitesse, des inventions de formes lumineuses et de mouvements, et des reflets d'eau et d'objets cristallins, inventent en premier de véritables situations optiques et sonores pures, de même que l'avant-garde américaine des années 1940 à 66 s'emparera les aberrations du mouvement longtemps conjuré par l'industrie du cinéma dominant et en explorera
la portée visionnaire doublée de présentation directe du temps. Deleuze ne manque pas de reconnaître qu'une tendance importante du cinéma dit expérimental consiste bien à créer, pour s'y installer, ce plan accentré des images mouvements purs. Il peut passer au diapo suivant. Pourtant, force est de constater que ces références au cinéma expérimental demeurent trop ponctuelles et éparpillées dans les ouvrages sur le cinéma pour être immédiatement perçues comme les premiers symptômes de la crise de l'image d'action se manifestant dans le cinéma de l'après-grève. Nous rejoignons en cela Alain Méniel dans sa critique des concepts opérationnels que sont l'image-mouvement et l'image-temps, à l'aune desquels Deleuze envisage l'histoire du cinéma. Et je cite Alain Méniel, l'image-temps ne vient pas après la crise de l'image-mouvement comme une suite, tout simplement parce qu'elle est présente depuis toujours dans le cinéma, comme une tentation ou comme une perspective inhérente à cette idée du cinéma que l'on peut souvent voir à l'œuvre dans la réflexion qui accompagne les premiers mouvements cinématographiques des années 20. Ce n'est pas un hasard si Deleuze ne cesse de s'y référer sans jamais l'associer, et pour cause, à une forme précise, ni l'inscrire strictement dans le cadre d'une datation. En sorte que cette référence vient miner la simplicité de la distinction entre un cinéma classique et un cinéma moderne. Arrêtons-nous à présent sur les quelques passages de son diptyque sur le cinéma dans lesquels Deleuze mentionne explicitement des films ou des cinéastes expérimentaux afin de comprendre quelle place l'auteur leur accorde dans son édifice théorique, ainsi que les éventuelles limites ou lacunes dans la conception du cinéma expérimental qui s'en dégage. Diapo suivant, s'il vous plaît. Dans le 5e chapitre de l'image-mouvement, intitulé l'image-perception, Deleuze établit une distinction particulièrement suggestive entre, d'une part, je cite, le lyrisme aquatique de l'école française, qu'il associe au réalisme poétique de l'avant-garde, Grémillon, Jean Vigo, Jean Renoir, mais que nous pourrions faire remonter à l'avant-garde impressionniste des années 20 avec Epstein, Abel Gance, Germaine Dulac. Et d'autre part, je cite Deleuze, la construction dans l'état gazeux de la perception par les cinéastes expérimentaux américains de la seconde moitié du XXe siècle, ceux qu'on associe communément au courant du nouveau cinéma américain avec Jonas Mekas et Stan Brakhage Intest. Selon Deleuze, il s'agirait pour eux d'atteindre à une perception pure telle qu'elle est dans les choses ou dans la matière, aussi loin que s'étendent les interactions moléculaires. À cet égard, Deleuze observe la façon dont certains cinéastes expérimentaux explorent des techniques souvent complexes, montage clignotant, l'effet flicker, montage hyper rapide, le time-lapse, refilmage et réenregistrement des images sur d'autres supports, dont la vidéo, avant de mettre en évidence les procédés et les principes par lesquels le cinéma opère au détour de l'agencement machinique des images matières. Diapo suivant, s'il vous plaît. Deleuze revient dans l'image-temps sur ce cinéma expérimental dit aussi structurel, par son expression de P. Adam Sidney. Le cinéma qui place en troisième lieu dans sa périodisation du cinéma de tendance abstraite à la suite d'un premier âge, qui est celui des, je cite, figures géométriques, de leur enchaînement et transformation dans une matière-mouvement, que l'on associe au courant du film absolu allemand dans les années 20, avec Richter, Gutmann et Egling. Et dans la seconde période de ce cinéma de tendance abstraite, le cinéma sans caméra des années 1930 à 50, avec les films peints au gratté à même la pellicule par Norman McLaren et Len Lai, des films où la ligne et le point se libèrent de la figure, écrit Deleuze, en même temps que la vie se libère des actes de la représentation organique. Arriverait alors le troisième âge, qui explorerait davantage les trois composantes cérébrales du médium clinique, soit le point coupure, le renchaînement et l'écran blanc au noir, des procédés que renvoient au courant structurel du cinéma expérimental américain des années 1960-66. Cette histoire sommaire du cinéma expérimental abstrait est présentée dans la deuxième partie du chapitre Cinéma, corps et cerveau, pensée de l'image-temps.
En effet, Deleuze place le cinéma expérimental au cœur d'une fausse dichotomie entre corps et pensée dont le cinéma moderne va s'emparer. Et il écrit: le cinéma expérimental se partage entre ces deux domaines, la physique du corps quotidien au cérémoniel, l'éthique de l'esprit, formel ou informel, corps au cerveau, c'est ce que le cinéma réclame qu'on lui donne, c'est ce qu'il se donne lui-même, qu'il invente lui-même pour construire son œuvre suivant deux directions dont chacune est abstraite et concrète à la fois. Diapo suivant. Le chapitre en question s'ouvre justement par l'exhortation « Donnez-moi donc un corps », car, comme le rappelle Deleuze, c'est par le corps que le cinéma noue ses noces avec l'esprit, avec la pensée. Deleuze identifie alors deux voies par lesquelles les cinéastes modernes cherchent à réconcilier corps et cerveau, soit en accordant une attention accrue aux attitudes quotidiennes qui inscrivent le temps dans les corps, soit en observant les rituels et les cérémonies qui mettent à nu les puissances grotesques ou gracieuses au-delà des limites corporelles. Selon Deleuze, ces deux dimensions du corps quotidien et corps cérémoniel, trouvent un champ de bataille commun au sein du cinéma expérimental, en particulier dans les films de Andy Warhol, à propos desquels Deleuze écrit qu'en faisant des marginaux les personnages de son cinéma, l'underground se donnait les moyens d'une quotidienneté qui ne cessait de s'écouler dans les préparatifs d'une cérémonie stéréotypée, drogue, prostitution, travestissement. Diapo suivant, s'il vous plaît. Deleuze se contente d'un seul exemple de ce que le cinéma expérimental peut inventer en termes de corps, qu'il peut faire au corps, préférant s'attarder dans la suite du chapitre sur le travail intensif du corps de l'acteur personnage par Cassavetes, ainsi que chez les cinéastes de la Nouvelle Vague. On comprend bien dans quelle mesure le cinéma warholien, ancré dans une démarche doublement structurale, à la fois structure des corps et structure du temps, entretient des affinités avec les filmographies des cinéastes modernes. Il reste toutefois à éclairer comment la nouvelle visibilité des figures marginales permises par le cinéma underground peut s'articuler avec les aventures perceptives engendrées par le cinéma expérimental à vocation abstraite, autrement qu'à travers une théâtralisation quotidienne du corps, selon Deleuze, et davantage par des procédés proprement filmiques qui mettent en avant l'acte de voir avec ses propres yeux, selon l'expression de Stan Brakhage, et ce faisant, donne à voir des images mouvements purs, pour reprendre la formule de Deleuze. Demandons-nous à présent quel corps donne à voir le cinéma expérimental dans lequel tout peut servir d'écran, le corps d'un protagoniste ou même le corps des spectateurs, d'après Deleuze. Ce cinéma qui, selon Jean-François Lyotard, est prêt à renoncer à sa totalité de corps et à la synthèse des mouvements qu'il fait exister, afin que le corps du spectateur lui-même puisse en jouir. Une citation de Henri Chaumette, cinéaste d'avant-garde français des années 1920, servira à la fois de réponse provisoire à cette question et de transition à la partie suivante de notre réflexion. Donc, diapo suivant, j'espère que ce soit celui avec la citation de Deleuze, comme ça on sait qu'on est synchronisé, de Deleuze, d'Henri Chaumette, pardon. Donc, Henri Chaumette qui écrit: voulez-vous échapper au réel, évoquer l'imaginer, une âme par exemple, c'est un corps devenu transparent, mais corps humain reconnaissable qu'il faudra faire intervenir. Diapo suivant. L'évocation par Henri Chaumette d'un corps diaphane détaché de tout réel n'est pas sans rappeler la danseuse Lois Fuller, disparaissant sur le tourbillon des voiles, dont on sait que ses danses serpentines ont été une source d'inspiration majeure pour les cinéastes d'avant-garde des années 20, notamment Germaine Dulac, qui l'a décrit comme un corps invisible fondu dans les étoffes diaphanes d'où émergeait un cerveau porté par la lumière. Encore cette fusion corps et cerveau sur laquelle écrira Deleuze. Des danses fullériennes, gardons en tête cette idée d'un corps prêt à enfreindre ses limites corporelles pour atteindre la sphère des sensations pures. Un corps hybride agrémenté par des projections protocinématographiques, de lumière colorée et changeante, dont l'unité et la réalité matérielle s'effacent au profit de la surgie de figures en devenir constant, si bien que l'on pourrait dire qu'il préconise le corps sans organes, dont parlera Gilles Deleuze. Diapo suivant, s'il vous plaît.
L'expression corps sans organes surgit d'abord dans la poésie d'Antonin Artaud des années 1930-40, lorsqu'il déclare la guerre au corps, dont il conteste la conception organique en tant qu'assemblage réglé, hiérarchisé, normalisé d'organes souverains qui assurent le maintien des fonctions physiologiques et propose une nouvelle configuration inorganique et intensive du corps, permettant d'accéder, par des expériences limites, dont l'art, à un autre plan de la conscience. Mobilisant le concept d'Artaud dans leurs ouvrages L'Anti-Oedipe et Mille plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari envisagent les troubles schizoïdes comme une façon de subvertir les organismes et ses injonctions. Et ainsi ouvrir le corps, je cite, à des connexions que suppose tout un agencement du circuit, de conjonction, des étagements et des seuils, des passages et de distribution d'intensité des territoires et des détériorisations. Les citations d'Artaud que normalement devront s'afficher en ce moment à l'écran, c'est les extraits où il définit le corps sans organes et j'ai choisi d'afficher ces extraits parce que Artaud évoque justement le délire de la danse comme l'une des voies d'accès au corps sans organes. Diapo suivant, s'il vous plaît. Pour Deleuze et Guattari, le corps sans organes sera moins éventré, vidé, qu'il ne déborderait les limites et les fonctions qui lui sont imposées. En se rendant disponible pour de nouvelles sensations aventureuses, il découvrirait à l'œuvre dans la matière même dont il est fait une étrange vitalité pulsionnelle que Deleuze et Guattari nomment le champ d'immanence du désir. Ils décrivent par ailleurs le corps sans organes comme un état plein de gaieté, d'extase, de danse, et le comparent à l'œuf plein avant l'extension de l'organisme et l'organisation des organes, l'œuf intense qui se définit par des axes et des vecteurs, des gradients et des seuils, des tendances dynamiques avec mutation d'énergie, des mouvements cinématiques. Ces brèves évocations à l'extase de la danse et au mouvement propre du cinéma laissent pressentir une acception du corps sans organes s'immisçant en filigrane comme concept opératoire dans le champ esthétique. C'est en effet dans l'ouvrage Logique de la sensation que Deleuze opère la transposition du concept de corps sans organes au domaine de la création et montre le rôle pilote de cette notion dans l'intrication entre l'art et la folie. Diapo suivant. À partir de l'idée sur laquelle l'art n'a pas pour but de reproduire ou d'inventer des formes, mais de capter des forces qui, elles, se dressent au-delà de l'organisme, mais aussi comme limite du corps vécu, Deleuze étudie la façon dont la peinture de Francis Bacon, rend sensibles les forces invisibles à l'œuvre chez l'homme. Il explique qu'en choisissant la voie du figural, le peintre dépasse l'opposition entre l'abstraction et la figuration et laisse survenir le chaos dans l'acte créatif pour ouvrir des domaines du sensible, irréductibles à l'ordre du discours. Deleuze montre que dans les tableaux du peintre, la pure sensation opère en tant qu'agent de déformation, si bien que les figures, souvent isolées du figuré, renvoient à un état de pure présence et de devenir constant, rendant visible le fait intensif du corps. En inscrivant notre section dans une approche figurale du cinéma qui puise dans les écrits de Jean-François Lyotard, il s'agira dans la troisième partie de cette communication de faire dialoguer l'imagerie et l'expérience de la danse que proposent certains films expérimentaux au ciné-danse avec le concept de corps sans organes. Puisque notre choix de vocabulaire s'impose pour aborder les corps d'ensemble transfigurés par le médium filmique et déployant à l'écran leur puissance sensorielle et figurale, nous ferons appel à la notion de corporéité qui, comme le précise la chercheuse en danse Julie Perrin, invite à envisager le corps comme une réalité mouvante, mobile, instable, faite de réseaux d'intensité et de force. Diapo suivant, s'il vous plaît. Dans l'extrait qui normalement devrait s'afficher à l'écran en ce moment, le philosophe de la danse Michel Bernard explique comment ces concepts théoriques peuvent s'articuler. Le corps sans organes se définit comme un pur champ d'intensité, une connexion de multiples forces hétérogènes insignifiantes, bref, selon leur terminologie, un rhizome. Il n'y a donc plus d'être corporel en soi, mais un devenir énergétique, pervers, polymorphe,
comme la grande pellicule éphémère qui vient décrite par Lyotard au début de son économie libidinale et qui se travestit en simulacre de corps permanent, volumineux et organisé. Ainsi, des philosophes et des esthéticiens contemporains s'accordent pour subvertir radicalement la catégorie traditionnelle du corps et nous en proposer une vision nouvelle à la fois plurielle, dynamique et aléatoire comme un réseau de jeux schématiques instable de forces insensibles ou de vecteurs hétérogènes. Pour désigner la malléabilité énergétique et formelle tout autant que la contingence d'un tel réseau, il m'a paru donc nécessaire d'avoir recours au vocable plus abstrait et générique de corporéité. S'il existe un cinéma qui a su développer cette logique des sensations dont parle Deleuze en dépit et par-delà la représentation des corps, c'est bien le cinéma d'avant-garde ou expérimental. On décèlera d'autant mieux le travail profond des cinéastes expérimentaux dans la création d'expériences sensorielles nouvelles et radicales que l'on s'éloignera de la figuration mimétique au bénéfice d'une poétique des formes visuelles et cinétiques pures. C'est l'héritage des avant-gardes cinématographiques des années 20, du cinéma sans caméra des années 30-50, ainsi que du cinéma structurel à partir des années 60-66. On constate toutefois qu'à partir de 1940, le corps humain refait surface à l'écran et devient un objet d'étude à part entière pour le cinéma indépendant ou underground américain, notamment à travers les réalisations de Stan Brakhage, Kenneth Anger, Andy Warhol, Carol Shinman, pour qu'il s'agisse de donner de la visibilité et donc de la liberté et du pouvoir aux corps marginaux et transgressifs longtemps refoulés ou réprimés par la société et le cinéma traditionnel. Or, ce phénomène coïncide également avec l'affirmation de la cinédance à partir de 1945 par la main de quelques cinéastes expérimentaux, dont Maya Deren, qui définit la cinédance avec son film A Study in Choreography for Camera comme une danse qui ne peut, si intimement liée à la caméra et au montage, qu'elle ne peut pas exister comme telle en dehors de son film. Avec des cinéastes qui réalisent des cinédances, la théâtralisation des corps passe davantage par une stylisation formelle des contenus chorégraphiques au moyen de procédés filmiques. Conçue initialement comme une nouvelle forme artistique qui hybride les propriétés techniques, pratiques et esthétiques de la danse et du cinéma pour créer des chorégraphies impossibles d'obtenir sur la scène théâtrale, la cinédance s'ouvre progressivement à des explorations sensorielles et phénoménologiques ainsi qu'à des questionnements philosophiques, voire politiques, autour des représentations des corps en mouvement et de leur modalité de présence à l'écran. Diapo suivant, s'il vous plaît. Situé aux marges de la cinédance plus conventionnelle, certains films de Sarah Catherine Harless et Adam Schiller explorent des approches figurales du corps en mouvement dont ils soulignent les qualités plastiques et sensorielles par la confrontation avec les mouvements choréiques du médium filmique. J'emploie ici la notion de mouvement choréique, issu de la notion de choré, qu'on trouve dans la racine du mot chorégraphie. Donc, choré, qui est un terme qui désigne certaines maladies neurologiques s'exprimant par des mouvements anormaux, involontaires, incontrôlables du corps. Mais historiquement, ces pathologies, elles ont été associées à des épisodes d'hystérie collective, dont les danses de Sanguy, ainsi qu'à des rituels de possession et d'expiation dans lesquels la danse, plus que l'expression d'un trouble physique ou psychique, est le moyen par lequel les individus affectés accèdent à des expériences épiphaniques, par exemple par une forme de transe. Donc, dans le cadre de ma recherche, l'idée de choré a été particulièrement utile pour cerner les dimensions primitives, anarchiques ou pulsionnelles des mouvements des images dans un certain cinéma expérimental. Donc, c'était une petite parenthèse pour préciser mon usage de ce terme de mouvement choréique du médium filmique. Et les cinéastes qui explorent donc ces mouvements aberrants du médium filmique nous confrontent à la question de savoir quel est le degré de résistance des corps des danseurs filmés aux manipulations spatio-temporelles et plastiques spécifiques au cinéma. Des déformations optiques qui déréalisent les corps, des surimpressions qui brouillent la perception des figures, des montages stroboscopiques qui exposent l'évanescence du mouvement, ou encore des flux cinétiques qui en saisissent les énergies pulsionnelles ou résiduelles.
Le premier film, diapo suivant, s'il vous plaît, qu'on fera dialoguer avec les concepts de corps sans organes et la cinédance Introspection de Sarah Catherine Arlett, réalisée entre 41 et 48. Avant de s'intéresser au cinéma expérimental, cette artiste américaine très influencée par le surréalisme explore la tension entre le figuratif et l'abstrait dans des tableaux peuplés d'êtres fantastiques qui évoquent des formes naturelles, fœtales, primitives ou animales. Les thèmes de la danse, du sexe et des troubles mentaux reviennent souvent dans ses œuvres comme des énergies pulsionnelles à l'œuvre dans la création. Pour son premier film, Arlett travaille avec des danseurs professionnels auxquels elle demande d'exécuter des mouvements alentis et ondulants avec certaines parties du corps, qu'elle filme en ralenti et surimpose au montage. La séquence chorégraphique principale du film est fondée sur un travail de stylisation des mouvements humains qui entraîne une déréalisation du corps dansant. Les vêtements des danseurs jouent un rôle particulièrement important dans cette fantasmagorie psychédélique qui compose Introspection. Ils portent des collants et des masques noirs occultants, ce qui fait que la plupart du temps, on ne voit que des fragments de leur corps. Il importe de remarquer que malgré toutes les manipulations chimiques opérées, des surimpressions, distorsions, des ralentis, les différents fragments de l'anatomie humaine restent identifiables. Mais le tout compose un ensemble mobile de formes organiques semi-abstraites qui se contorsionnent et s'enchevêtrent les unes dans les autres. Ce travail plastique autour du corps en double aussi la puissance d'expression mystique, notamment lorsqu'Arlett convoque à l'écran un mystérieux être tentaculaire qui se rapproche à plusieurs reprises dans un mouvement de rotation régulier. À première vue, on dirait que cet être fantastique est de l'autre côté d'une surface translucide. Il s'agit en réalité d'une image réfléchie obtenue par l'accumulation de multiples surimpressions des bras des danseurs, lesquels sont isolés par des vêtements occultants et filmés à travers un miroir convexe déformant l'image. Si Introspection peut être considérée comme une cinédance embryonnaire, c'est dû non seulement à la place pionnière qui l'occupe dans l'histoire de la cinédance, parce que son tournage précède même le film manifeste de Maya Deren en 1945, mais également par une certaine imagerie gestationnelle avec laquelle il s'explore. Chaque scène du film est empreinte d'un mystère ou d'une promesse de vie. Vues à travers les surfaces réfléchissantes, les images du corps font penser à des échographies montrant des fœtus baignant dans le liquide amniotique. À d'autres moments, ces sortes d'androïdes aperçus à l'écran semblent exhiber leur incomplétude et leur ambiguïté, comme si, bien que n'étant pas encore arrivés au terme de leur gestation, ils s'affirmaient déjà leur pulsion de vie. Voyant dans les figures des danseurs une matière première prête à remodeler et à déformer par le médium chimique, Arlett n'hésite donc à altérer leur réalisation anatomique pour accentuer leur caractère embryonnaire et désincarné. Je vois que il faut finir, donc je vais devoir sauter peut-être l'analyse du film d'Adam Schiller. Donc je vais demander de sauter le diapo autour de Lifelines d'Adam Schiller et d'aller tout de suite au diapo 18. Et il restera que deux diapos. Je me permets de dépasser un peu le délai. Donc, à l'instar de Sarah Catherine Arlett, d'autres cinéastes expérimentaux et réalisateurs de cinédance s'attaquent par un traitement plastique et une approche figurale à l'idée du corps en tant qu'entité stable et prédéterminée. Certains cherchent par ailleurs à libérer les corporéités dansantes convoquées à l'écran de leurs fonctions signifiantes et disruptives, notamment par une remise en question de l'unité identitaire des individus, des relations de pouvoir entre les corps et ou les représentations sexualisées de la femme. Les quelques exemples que vous pouvez voir à l'écran sont le film Adebar de Peter Kubelik, une réflexion sur l'auteur sur l'impossibilité de toucher, où le film enchaîne un montage récursif et obsessionnel des mêmes plans qui montrent des silhouettes en noir et blanc, en négatif et images positives de toujours la même séquence de personnes qui dansent. Dans Thanatopsis d'Adam Schiller, c'est une réflexion philosophique sur l'état paradoxal de paralysie et d'agitation face à l'idée de la mort. Et du coup, le cinéaste surimpose l'image immobile du visage d'un homme
et une silhouette dansante, une sorte de fée menaçante qui symbolise l'état de sa pensée. Et l'exemple de Bruce Conner avec Breakaway, un film qui détourne la performance provocative de la chanteuse Sonny Babe afin de libérer les scènes qu'il imprégnerait dans son statut de sexe sombre des années 60. Et il le fait en employant des lumières stroboscopiques, des zooms abrupts et des inversions qui distortent le mouvement et réduisent le corps à un nuage de particules lumineuses. Diapo suivant, s'il vous plaît. Le processus d'abstraction des corporéités d'enfants entamé par les cinéastes expérimentaux des années 40-60 via le détournement des principes du médium chimique et l'exploration des techniques d'anamorphose, de surimpression, de surexposition, de flux cinétique, d'intermittence des images sera approfondi par des artistes contemporains tels que Wim van de Quebus, Thierry Dumais, Antonin de Bemez ou Laurent Goldring, lesquels vont proposer leur vision du corps augmenté à l'aide de technologies numériques. Je pense qu'il faut cliquer deux fois, une autre fois pour avoir les extraits avec de l'animation. Et je termine très vite. On voit à l'écran donc l'exemple de la série Scrub Solos de l'artiste belge Antonin de Bemez qui utilise une caméra Super 8 pour capter en pose longue les mouvements frénétiques d'un danseur, comme il avait fait Adam Schwiller dans Thanatopsis. Puis, il numérise les images obtenues pour les déformer à travers la technique du scrubbing, un équivalent audiovisuel du scratching pratiqué par les DJ. Dans l'installation vidéo Rémanence de Thierry Dumais, et utiliser une caméra thermique pour capter la trace irradiante des corps en mouvement, obtenant des figures spectrales qui font un peu penser à celles que Sarah Catherine Arlett avait produit dans son film avec les vêtements occultants. On peut encore rapprocher le court-métrage Métamorphose de Matthew Clark d'une des cinédanses les plus célèbres, Pas de deux de Norman McLaren, au moyen de complexes effets d'éclairage, de décalage temporel et de multiples expositions de la pellicule. McLaren parvient à déployer et à inscrire à l'écran la trajectoire des mouvements des danseurs. Clark mise à son tour sur des effets spéciaux de pointe, dont l'imagerie de synthèse, la modélisation tridimensionnelle et des prothèses visuelles, et dans les deux cas, la mise en visibilité du flux cinétique entraîne une fabuleuse mise en abîme des corps dansants transformés en des sculptures mouvantes. On notera que ces cinédances plus récentes renouent par ailleurs avec un certain imaginaire proto-cinématographique de la cinédance, la chronophotographie et les danses serpentines, tout en rappelant les deux principales ambitions des danseurs et des chorégraphes, à savoir l'idée d'inscrire le temps dans l'espace et de rendre visible l'invisible. Et c'est là aussi qu'on peut se rapprocher peut-être de la pensée de Deleuze. Pourtant, plus que conjurer l'évanescence de la danse par le prisme des technologies numériques, les artistes contemporains explorent les rémanences intensives du corps dansant sans organes à l'écran par l'effacement des frontières entre l'organique et le mécanique, le mobile et l'immobile, l'actuel et le virtuel. Je pense qu'il faudra que je m'arrête là.